Bien, laissez-moi accueillir la chef du Parti libéral, Mme Dominique Andelade. Merci bien d'être avec nous, Mme Andelade. Bonjour à tous, très content d'être avec vous ce matin. Et on a avec nous, naturellement, un habitué de l'agriculture, M. Jean-Claude Poisson, parce que ça fait des années qu'on connaît Jean-Claude. Jean-Claude, merci d'être avec nous. Ça que, on vous invite, Mme Andelade, on a une vingtaine de minutes de discussion. On va vous écouter. Et ensuite de ça, bien naturellement, j'ai plein de gens qui ont plein de questions avec des intérêts aussi différents. Mais il y a quand même un intérêt collectif, c'est qu'on veut faire avancer l'agriculture et l'agroalimentaire au Québec. Sur ce, à vous la parole, Mme Andelade. Merci beaucoup de nous accueillir ce matin. Très content d'être avec vous. Je sais que nous avons 40 minutes à passer ensemble et qu'on m'a dit, Dominique, tu parles 20 minutes, puis après ça, il y a 20 minutes de questions. Je vais essayer de présenter un certain nombre de choses rapidement parce que l'intérêt de la rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir répondre aux questions que vous avez. Alors, je salue la présence de Jean-Claude également. Merci de m'accompagner ce matin. Plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous. L'importance de notre agriculture, l'importance de nourrir le Québec. On en a beaucoup parlé dans les dernières années. Mais concrètement parlant, ce que j'aime voir, c'est quelles sont les avancées concrètes qu'on peut faire ensemble. Puis je vais mentionner souvent le mot « ensemble » parce que je suis pertinemment convaincue que la meilleure manière de faire avancer les choses, c'est qu'on soit capable d'être assis à la même table, de pouvoir échanger, puis de pouvoir trouver les solutions qui existent de votre côté. Il s'agit que les politiciens, des gens comme moi, soient à l'écoute de ça pour faire avancer ces dossiers-là. Permettez-moi de commencer par vous remercier pour le travail que vous faites dans le quotidien. Un sujet qui est d'importance, évidemment, c'est toute la question de la gestion de l'offre. Juste vous dire à quel point que quand j'étais ministre de l'Économie, j'ai toujours défendu la gestion de l'offre. Je continuerai toujours de défendre la gestion de l'offre et on le fera sans compromis. Quand il y a eu des moments où il fallait se serrer les coudes, j'étais toujours présente et je le continuerai de l'être. C'est un sujet qui m'apparaît essentiel de cette protection de la gestion de l'offre, surtout pour la suite des choses avec les défis que nous avons en avant de nous. Deuxième élément, tout à l'heure, on était en point de presse en pensant justement à la rencontre qu'on allait faire aujourd'hui. Changement climatique, vous êtes les premiers, aux premières loges, à vivre ce que ça signifie que les changements climatiques, à en voir les conséquences, à devoir adapter, vos situations, des saisons qui commencent plus tard, qui finissent plus tôt, des intempéries, des inondations, des choses qu'on n'a pas vu venir avant et qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous apparaît essentiel d'avoir un grand chantier de modernisation pour que vous, nos agriculteurs, soyez en mesure de vraiment continuer à nourrir le Québec. Puis des grands chantiers de modernisation, ça veut dire quoi? Bien, la première chose, c'est quand on pense à la financière agricole, qui a des programmes qui existent depuis longtemps, c'est de les revoir l'ensemble des programmes et de les adapter aux réalités d'aujourd'hui. Les programmes de la financière qui marchaient il y a peut-être 15 ans, aujourd'hui, avec la réalité qu'on connaît des changements climatiques, ne sont plus suffisamment adaptés et on doit les modifier pour faire en sorte que ça réponde à vos besoins. Pour faire en sorte aussi que ça réponde aux besoins de la relève agricole, notamment lorsqu'on parle d'équipements que l'on doit obtenir, des installations que l'on doit obtenir. L'autre élément, c'est la question de la loi sur la protection du territoire. On gère beaucoup par décret. Et on l'a vu souvent, cette question de décret. Dans les 5 dernières années au Québec, c'est 10 000 hectares de zones agricoles qui ont été sacrifiés à d'autres usages. Et s'il y avait un exemple qu'on ne veut plus voir au Québec, c'est bien tout ce qui s'est passé avec la MRC Montcalm. Et si on veut être conséquent avec nous, on doit reconnaître que cette loi remonte à fort longtemps, elle n'a pas été revue depuis des décennies et que justement, on doit pouvoir la revoir. Et la revoir, dans quel objectif? La revoir pour faire en sorte qu'on soit capable de protéger nos terres qui sont fertiles. C'est ça l'objectif, qu'on soit capable de les protéger. Et on parle beaucoup des activités agricoles, de s'assurer de la cohabitation des activités agricoles également. Et c'est ce qu'on présente dans le grand chantier de changement et avec la financière et avec la loi sur la protection du territoire agricole. Tout ça n'a de sens que si on est capable également de reconnaître que
chacune de nos régions est différente. La réalité de l'agriculture aujourd'hui sur la Côte-Nord, c'est pas la même que là où on se trouve en Montérégie. Un des piliers de la proposition du programme libéral, c'est la Charte des régions. Puis la Charte des régions, ce qu'elle vient dire, c'est de dire qu'on reconnaît, là je vois des gens qui prennent des notes sur Charte des régions, etc. C'est bon, je vais avoir des questions là-dessus tout à l'heure. Un des éléments qu'il faut reconnaître, c'est que ces réalités-là sont différentes et donc on doit pouvoir s'adapter à la réalité de chacune de nos régions. La question du mur à mur qu'on applique systématiquement ne fonctionne plus. Il faut qu'il y ait du sur-mesure. Il faut qu'il y ait des programmes qui soient adaptés à la réalité de la Montérégie où on se trouve aujourd'hui. À l'intérieur de la Charte des régions, qui serait une loi qui serait adaptée, ça nous permettrait, adopter, ça nous permettrait justement de se dire, bien, pour cette région-ci en agriculture, voici ce qui va être priorisé. Pour telle autre région, voici ce qui va être priorisé. Et c'est ce qu'on souhaite mettre de l'avant. Encore une fois, le temps est plus que venu de pouvoir défendre le territoire agricole, de pouvoir bien le faire, mais en réformant ce qui se passe à la financière agricole, en revoyant la loi sur le territoire agricole, en faisant en sorte qu'on a une charte des régions qui est adoptée à l'Assemblée nationale et qui reconnaît la réalité de chacune de nos régions, on vient vraiment cimenter ce dont on a besoin pour faire avancer les choses en matière d'agriculture. On va quand même parler un peu de relève agricole. J'ai eu l'opportunité de parler à plusieurs personnes de la relève. C'est pas facile. C'est pas facile. En fait, c'est difficile au quotidien. Et il faut qu'on trouve des incitatifs. Dans ce que l'on propose aujourd'hui, il y a des outils justement pour faciliter l'acquisition de terres pour la relève. Faire en sorte aussi que si vous êtes un agriculteur de 5e génération puis que vous voulez passer à une 6e génération, bien, que ce soit plus avantageux, en tout cas certainement pas plus avantageux pour un étranger d'acquérir la terre que de vos propres enfants. Puis ça doit changer. Ça veut donc dire que nos incitatifs doivent être à la hauteur de ces changements que l'on propose. Ça veut également dire la mise sur pied de prêts avec congé de capital et d'intérêt, un capital patient dont on a besoin ici. Ce n'est pas des investissements qui se font sur 2 ans, sur 3 ans, ce sont des investissements qui se font sur des dizaines d'années. Le capital patient va être extrêmement important à ce moment-là pour s'assurer d'avoir tous les outils pour la relève. Évidemment, il y a tout le volet de la réglementation des acheteurs afin de freiner l'acquisition des terres agricoles par des personnes qui n'ont pas l'intention de pratiquer l'agriculture. Donc, quand on parle de morcellement des terres, par exemple, pour faire en sorte qu'on soit capable de pratiquer différentes cultures, bien, il faut aussi s'assurer que les personnes qui vont être propriétaires également vont vouloir continuer à utiliser les terres fertiles que nous mettons de l'avant. Je vais, là, moi, je parle, là, je ne vois pas le temps qui file. Alors, je continue, là, ça va très bien. C'est ça? Très bien, excellent, je continue. Je vais revenir sur les changements climatiques parce que je veux vous parler de éco. L'enjeu du 21e siècle, c'est la lutte au changement climatique. C'est un potentiel extraordinaire pour le Québec de développement économique. Chaque fois qu'on pense à l'agriculture, à la santé, à l'éducation, qu'on pense à cette lutte au changement climatique, tout le monde est touché par ça. On a mis en avant, Parti libéral, le projet ECO. ECO pour écologie, éco pour économie. Un chantier qui nous amène à la carboneutralité d'ici 2050 au Québec. Mais la vraie question, c'est comment? Lorsqu'on pense à la carboneutralité, on se dit au Québec, on a de l'hydroélectricité. C'est vrai qu'on en a beaucoup d'hydroélectricité, mais il reste qu'on consomme collectivement 45% de notre énergie qui est consommée, c'est fait avec des hydrocarbures, et c'est ça dont on doit se débarrasser. Bien, pour y arriver, il faut investir massivement dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'éolien, mais dans la biomasse, dans l'hydrogène vert. Quand je vois le chancelier allemand qui vient au Canada puis qui s'arrête à Terre-Neuve pour parler d'hydrogène vert, moi, ça ne me rentre pas dans la tête. C'est ici qu'il devrait nous parler d'hydrogène vert. On a un potentiel extraordinaire de faire en sorte qu'on ait des biocarburants qui soient utilisés dans nos engrais pour qu'ils soient encore plus respectueux de l'environnement, que cet hydrogène vert-là nous permette d'avoir ces carburants qui vont être utilisés dans la machinerie que vous utilisez également au quotidien. Alors, ça, c'est un véritable projet qui va nous amener ailleurs et qui va mettre le Québec sur la map. Et c'est la raison pour laquelle on le met de l'avant.
et qui va faire en sorte que tout le monde ensemble va pouvoir jouer un rôle, mais particulièrement les agriculteurs dans ce domaine-là. Quand on parle de nos agriculteurs et de ce que vous vivez au quotidien, je m'en voudrais de ne pas parler de la question de la paperasse. Alors, la paperasse, hein, il y en a qui me disent, je ne peux même plus faire ce que je suis obligée d'embaucher du monde, là, je ne suis plus capable, je ne fais plus ce que j'aime parce que je suis obligée de, sans arrêt, mettre de l'avant des documents. Même à l'intérieur d'un seul ministère, je dois remplir 3 à 4 fois le même formulaire ou les mêmes informations. Il faut qu'on arrête de continuer à développer de la paperasse. Hier, nous avons proposé un projet de loi qui vient faire en sorte qu'on n'est plus capable de l'augmenter, cette paperasse, et qu'au contraire, chaque fois qu'elle diminue, on n'est plus capable d'aller plus loin. Quelqu'un qui m'a posé la question, « Oui, mais Mme Anglade, ça fait longtemps que tout le monde dit qu'on veut éliminer la paperasse, puis ça ne marche jamais. » Ben oui, ben c'est pour ça qu'il nous faut une loi qui nous empêche finalement d'en ajouter plus et qui nous permet seulement d'en enlever. Une fois que c'est enlevé, on n'est plus capable de remonter avec cette paperasse-là qui vraiment consomme énormément d'énergie chez vous et chez l'ensemble des agriculteurs au Québec. Je vais parler quand même quelques minutes de santé mentale. Lorsqu'on regarde les statistiques, on voit bien que l'enjeu de la santé mentale est partout, mais elle est encore plus présente. Elle est encore plus présent, cet enjeu, lorsqu'on parle de nos agriculteurs. Et la nécessité de toujours sur la ferme, la nécessité, la difficulté de pouvoir avoir d'une année à l'autre de la prévisibilité, justement parce que les programmes ne sont pas suffisamment adaptés, de ne pas pouvoir avoir de la prévisibilité sur le climat qu'on va avoir. Je suis très contente que Jean-Claude soit là parce que je sais que Jean-Claude, à quel point tu t'es impliqué, notamment en maison de répit à Saint-Hyacinthe pour les personnes justement qui ont besoin de prendre du recul par rapport à la santé mentale. Mais la santé mentale fait également partie de nos priorités pour qu'on ait davantage de soutien, davantage de travailleurs de rang, faire en sorte que la relève aussi soit interpellée par cet enjeu-là, puis qu'ils se disent, moi j'ai envie de le faire, puis je veux qu'on prenne cet enjeu-là au sérieux. Ça m'avait vraiment marqué de regarder les statistiques qui montraient comment les agriculteurs étaient au sommet de la pyramide lorsqu'on parlait des enjeux de santé mentale. Mais je pense qu'il faut continuer à en parler, mais surtout continuer à avoir des solutions. En conclusion, je vois grand pour l'agriculture au Québec. Je vois grand pour la place qu'on est capable de prendre. J'entendais François Legault qui disait qu'il veut que le Québec reste petit. Moi, je veux que le Québec soit grand et je vois grand. Et cette vision-là, on arrive à la faire parce qu'on travaille ensemble, main dans la main, à trouver les solutions. On travaille main dans la main à faire en sorte qu'on arrive avec des propositions qui sont concrètes, qui sont des vraies solutions aux enjeux auxquels on fait face. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et de toutes les notes que vous avez prises. Maintenant, ça va me faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est bien, merci. C'est qu'on va prendre... il y a déjà des questions, M. Overbeck? Avec le regard et les yeux. Bonjour, Mme Anglade, M. Poisson. Christian, juste te présenter. Christian Overbeck, président des producteurs de grains du Québec. Production extrêmement diversifiée sur le territoire québécois. La question va porter là, sur des budgets réservés au ministère de l'Agriculture, où on a un objectif d'augmentation en tant que tel. Vous comprendrez qu'au-delà de l'inflation qui nous préoccupe là, depuis le début de la pandémie, où nos coûts de production, l'absence de main-d'œuvre, l'absence de différents intrants qui nous sont nécessaires afin d'acheminer les bons produits auprès de nos transformateurs afin que les tablettes des épiceries soient bien garnies. Vous comprendrez qu'on a eu à relever de nombreux défis. Et au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a omis d'indexer le budget du ministère de l'Agriculture. On parle d'une agriculture qui s'est diversifiée, qui a augmenté en importance, qui répond de mieux en mieux aux attentes des consommateurs, où leurs attentes sont extrêmement diversifiées aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans passés. Et on a besoin d'aide pour poursuivre cette course-là. On demande une augmentation d'un budget d'environ 50 % pour être capable de relever ensemble les défis que les consommateurs attendent de nous. Il y a quand même différentes études qui ont été faites là, au cours des dernières années sur la compétitivité de certains secteurs de l'agriculture québécoise,
Si je prends le secteur des grains, la conclusion là, des consultants qui ont été engagés par le ministère de l'Agriculture démontrait une compétitivité assurée par les producteurs, mais une absence de compétitivité dans l'accompagnement des différents ministères de l'Agriculture auprès des agriculteurs. Donc, moi, mon engagement, ma demande d'engagement, comment allez-vous vous assurer à ce que les attentes des consommateurs soient bien répondues par une augmentation du budget destiné aux producteurs agricoles? Merci, Christian, de votre question. Et lorsque vous avez présenté la question, vous avez soumis un certain nombre d'enjeux. Vous avez dit le coût de l'inflation. Vous avez parlé de main-d'œuvre. Alors, dans la manière dont je répondrai à votre question, je vous dirais toute la question de la main-d'œuvre, la nécessité. Je vais faire un aparté sur la question de la pénurie de main-d'œuvre que l'on vit au Québec là, de manière énorme, mais également dans le domaine de l'agriculture. De rapatrier les pouvoirs au fédéral par rapport à ceux qui viennent travailler de manière temporaire ici pour accélérer les processus. Je vous dirais également que toute la question, quand je parlais de paperasse, d'éliminer cette paperasse pour faire en sorte qu'il y ait plus de flexibilité pour nos agriculteurs, ça aussi, ça va jouer là-dedans. Et quand on parle du grand chantier, on veut revoir les programmes de la financière, on veut revoir ce qui se passe à la CPTAQ, ça vient également répondre à ça. Maintenant, à l'intérieur de la Charte des régions, moi, je vous tendrai la main pour voir de quelle manière spécifiquement on est capable de répondre à ces besoins-là. Parce que c'est justement en ayant ces conversations-là, puis en les inscrivant dans la Charte des régions en termes de priorité qu'on est capable de le faire. Mais tous les autres aspects qu'on a amenés, que ce soit, encore une fois, l'enjeu sur la main-d'œuvre, le coût, la paperasse, c'est ça qui vient en partie répondre aux besoins de nos agriculteurs. C'est bien. Là, on a parlé de territoire, CPTAQ. J'ai Julien, puis j'ai Pascal ensuite. Je suis vice-président de l'UPA Montérégie. Ma question, c'est simple, c'est sur la pression que le territoire agricole subit. Est-ce que votre parti s'engage à être exemplaire et à ne pas avoir recours au décret pour les projets de dézonage, d'implantation d'équipements ou d'infrastructures publiques en zone agricole? Merci. Merci de la question. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on gère par décret parce qu'on a des lois qui sont désuètes. Et à ce moment-là, on fait des choses à la pièce. Je veux qu'on arrête, collectivement, Parti libéral, on veut qu'on arrête de faire avoir des choses à la pièce puis d'avoir des principes qui nous guident. Revoir justement la loi sur la protection du territoire. Oui, on a 2 % de notre territoire qui est agricole, mais protéger nos terres fertiles, le faire en amont avec tout le monde pour revoir cette loi pour qu'enfin, on n'ait pas justement à vivre ce genre de choses-là, puis à vivre les décrets, puis à vivre la lourdeur administrative, les délais, la frustration que ça crée également chez tout le monde, en fait. C'est justement la raison pour laquelle on veut passer à un grand chantier de modernisation. Alors, à votre question, la réponse est non au décret, oui à un grand chantier de modernisation qui va nous permettre d'avoir une vision sur le long terme, puis pas des éléments à la pièce. Bien. Merci. Pascal, après ça, Daniel. Bonjour, c'est Mme Andelaire, c'est Pascal Roux, le président du l'UPA. Vous parlez des chartes des régions, ça nous interpelle énormément. Là. Souvent, on a entendu parler, mais c'était un vœu pieux. Là. Puis à un moment donné, on sait que les programmes doivent être adaptés au niveau des régions. Quand j'ose avec mes homologues, là, c'est dans la Montérégie, là, on ne donne pas la même production, on n'a pas le même climat, et ainsi de suite. Fait que c'est à notre demande, allez-vous vraiment travailler là-dedans pour retravailler au niveau des programmes ou adapter les programmes au niveau des petites productions et des moyennes des grandes entreprises, puis tout dépendant des secteurs de cette activité. Je pense que c'est la survie de certaines régions. On peut participer à l'essor de du Québec, mais il faut être appuyé par un gouvernement qui va clair aux régions. Chaque région a ses besoins. C'est la Montérégie a ses besoins, puis nous autres, chez nous, on a nos besoins. Là. Mais il faut que ça soit travaillé. C'est sûr que vous avez répondu une partie de mes questions, c'est de ma question, là, mais on veut réitérer là-dessus, là, c'est vraiment important. Merci, M. Roux, de votre question, mais ça témoigne de l'importance de ce mur à mur qu'on a à Québec qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'adapter de programme en programme. L'idée de la Charte des régions, c'est qu'on soit capable de passer une loi. Ce n'est pas juste une charte, on dit on a une charte, on passe une loi
qui fait en sorte que chacune, dans la région, notamment dans le volet de l'agriculture, on soit capable d'identifier les priorités. Puis que l'Abitibi-Témiscamingue dise, ben nous, là, la priorité, ça va être ABC, voici les priorités qu'on va avoir en agriculture. Puis qu'il va y avoir une personne responsable au sein du gouvernement d'appliquer ces priorités-là. Puis ça veut dire que tu dois prendre un programme, puis tu dois enlever le mur à mur qu'on met partout, puis dire, bien, cette valeur-là, mais en agriculture, pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça qu'on va faire. Est-ce que c'est facile? C'est un énorme défi. C'est un énorme défi. Puis vous le savez parce que vous le vivez depuis des décennies, certainement. Mais le plus grand message qu'on peut envoyer, c'est la volonté politique de faire adopter une charte des régions, d'avoir des gens sur le terrain qui sont des porte-voix et qui vont dire, pas qu'on entende à Québec ce qui devrait se passer en Abitibi-Témiscamingue, mais qu'on ait de véritables porte-voix en Abitibi-Témiscamingue qui disent, voilà où vont être nos priorités, puis voilà comment est-ce qu'on va les structurer. Donc, c'est ensemble qu'on va arriver à faire de ça les priorités, puis d'enlever le mur à mur qu'on a, spécifiquement dans les priorités qu'on aurait identifiées en Abitibi-Témiscamingue en matière d'agriculture. La volonté politique ne peut pas être plus là. Très bien. J'ai Daniel, ensuite de ça, Francis. Bonjour, Daniel Gobeil, président des producteurs de vallée du Québec. Bonjour, M. Poisson. Je voulais peut-être vous rappeler, peut-être en préambule, que je salue là, votre ouverture par rapport à la main-d'œuvre sur l'immigration. Je pense qu'il y a un besoin criant là, dans beaucoup d'entreprises, de transformation, de production. Puis à ça, je veux vous amener, peut-être, on a vu là, pendant la pandémie, le secteur agricole a un service reconnu rapidement comme un service essentiel. Mais chaque jour, nos producteurs ont des produits à mettre en marché. Puis on a vu quand même là, des bris dans la chaîne d'approvisionnement par rapport à des conflits, par rapport à des fermetures d'usines, par rapport à des conflits de travail, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement libéral pourrait, là, par des outils, là, justement, la Régie des marchés agricoles ou légiférer pour maintenir un service, le minimum de transformation, pour limiter le gaspillage alimentaire? Vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'environnement, l'économie, l'écologie, le gaspillage alimentaire, la gestion de l'offre, la mise en marché collective, c'est la base au niveau de l'environnement pour limiter le gaspillage alimentaire. Puis comme producteur, souvent, on fait les pertes là, de ces pertes financières-là. On fait les frais de ces pertes-là. Merci de la question, M. Gobeil. Gaspillage alimentaire. Moi, quand vous parlez de ça, là, de gaspillage alimentaire, là, vous parlez à la mère de famille là, de 3 enfants qui regarde ce qui se passe autour et qui trouve, chaque fois qu'on a du gaspillage alimentaire, que ça n'a aucun sens qu'on soit en train de vivre ça. Aucun sens. Puis, je n'ai pas une réponse spécifique à votre enjeu. Mais si on trouve ça inacceptable, si on trouve que le gaspillage alimentaire est inacceptable, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir une table où on se dit, OK, là, voici les actions qu'on va poser pour régler ces enjeux-là? Moi, là, honnêtement, cet enjeu-là, il vient me chercher parce que c'est des valeurs qu'on défend, c'est des principes qu'on défend, c'est des enfants qu'on éduque, c'est notre avenir qu'on bâtit. Au Québec, on est riche de notre monde, riche de notre agriculture. Est-ce qu'on est capable de trouver des solutions ensemble en s'asseyant puis éliminant le gaspillage alimentaire, s'asseoir avec des gens qui travaillent dans le domaine nuit et jour pour donner de l'alimentation à des gens qui n'ont pas les moyens de le faire, s'asseoir avec nos producteurs puis dire on ne peut pas juste garrocher de la nourriture parce qu'on a des conflits, ça ne me rentre pas dans la tête. Donc, vous allez trouver en moi quelqu'un qui a une énorme écoute pour cet enjeu-là. Oui, la question de la main-d'œuvre, vous l'avez mentionné, je pourrais y revenir plein de fois également, mais quelqu'un qui a une énorme écoute pour trouver des solutions à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle, puis la solution, elle n'est pas si claire que ça demain matin, mais collectivement, je pense qu'on serait capable de faire un bout de chemin ensemble, M. Gobeil. C'est bien. On s'est rendu à Francis, ensuite de ça, Luc. Madame Anglade, M. Poisson, Francis Delocher, président des producteurs de pommes de terre dans le comté de Joliette. Je ne suis pas président du comté de Joliette, mais de l'organisation. Oui, c'est ça. Ma question, vous parlez de changement climatique, vous parlez de cohabitation, vous parlez d'un nouveau programme de lutte au changement climatique. L'importance dans la production de pommes de terre, mais je parle de tout l'agroalimentaire dans son ensemble, l'importance de l'or bleu, qu'on a l'eau par rapport au niveau agroalimentaire. Je sais qu'il y a eu de la réglementation sur la loi sur la qualité de l'environnement qui avait débuté sous votre gouvernance, pas votre gouvernance, mais du Parti libéral. Voir c'est quoi votre optique par rapport au secteur agricole, par rapport à l'utilisation de cette eau-là.
Je sais que la réglementation, la loi garantissait à la population avant tout, mais ce que je trouvais anormal, c'était que le secteur agricole était au même titre que les embarquements de loisirs sur l'eau. On va voir c'est quoi dans une idéologie pour avoir une économie. Pour nous, c'est important, je vous le dis tout de suite, l'utilisation d'eau. Puis il y a des réglementations qui sont là présentement qui nous mettent des bâtons dans les roues, puis voir c'est quoi votre vision si vous êtes élu demain matin ou le 3 octobre, votre vision sur cette démarche de voir l'importance de... Vous ne serez pas député l'eau. Quand je parlais tout à l'heure du projet ECO, quand on parle de lutte au changement climatique, le premier volet, là, c'est l'eau. C'est l'eau, l'hydroélectricité, l'hydrogène vert, mais c'est l'eau. Alors, l'eau a une énorme place. On n'en fait pas suffisamment, attention à notre eau, pas suffisamment de redevances. Nous, on propose de multiplier les redevances par 5, par 6 dans notre formation politique, dans notre plateforme, justement, pour pouvoir valoriser l'eau et pouvoir protéger nos lacs et nos rivières. Mais pas plus tard qu'hier, on rencontrait justement avec des agriculteurs, toute la question de l'eau pour l'agriculture, à quel point c'est important, puis on doit en faire une priorité. Puis il y a des enjeux. Ici, en Montérégie, là, il y a passablement d'enjeux. Beaucoup de problèmes au niveau de nos infrastructures en eau potable. Beaucoup de problèmes pour l'approvisionnement. Et parfois, tu as des agriculteurs, il n'y a juste pas d'eau de disponible. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui dans certaines régions. Là. Donc, je parlais avec les gens. Ça fait partie à l'intérieur de la Charte des régions. Hier, quand on en a discuté, on a dit, ben, tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une priorité justement en matière en Montérégie, de pouvoir mettre ça de l'avant, cet enjeu de l'eau? Mais ce n'est pas propre à cette région-ci. Il va y avoir d'autres régions. Mais c'est une énorme sensibilité que j'ai par rapport à ça. Il y a des affaires concrètes qu'on a mises dans notre plateforme. Il y a des enjeux que je découvre au fur et à mesure des conversations par rapport à nos infrastructures qui ne sont pas aux normes et qui vont nécessiter énormément d'investissements d'un point de vue des infrastructures. Et c'est pas vrai que ce soit uniquement nos municipalités qui vont être capables de répondre à ces enjeux-là. Donc, il va falloir que le gouvernement réponde présent. Et moi, je peux vous dire que le gouvernement libéral répondra présent là-dessus. Question de l'eau, c'est une question de vie. Hein. C'est de ça dont on parle. C'est bien. Merci. J'ai une autre question, Luc, puis après ça, Yvan. Bonjour, Mme Anglade, M. le Président. Luc Goulet, productrice acéricole, président des producteurs acéricoles du Québec. Dans la dernière année, il y a eu une création au niveau des terres publiques d'une politique d'un développement de l'acériculture. On a réservé certains hectares pour l'acériculture. Pour nous, les producteurs, ça semble être une superficie qui est pas suffisante. Si on veut faire un développement pour les 60 prochaines années, il faut protéger cette ressource-là. Présentement, on a simplement une cloche de verre sur un 24 000 hectares. Puis souvent, ce 24 000 hectares-là est réservé dans à peu près la moitié dans une région ou deux régions au Québec. Il y a la ceinture nord du fleuve, la Naudière, l'Outaouais, les Laurentides, la Mauricie, Québec-Rive-Nord, qu'on a très peu de superficies qui sont protégées. Ce qu'on vous demande présentement, c'est l'acériculture doit être considérée comme un moteur économique qui est majeur au Québec. On le sait, on a eu des retombées économiques dernièrement au-dessus d'1 milliard là, au niveau de l'acéricole. Quand on se compare à l'industrie forestière, puis je ne veux pas dénigrer l'industrie forestière, mais pour un même 100 hectares de forêt qu'on exploite en érablière, on crée 16 fois plus d'emplois. On crée aussi 9 fois plus de croissance économique. On a 26 fois plus de taxes, de revenus de taxes et d'impôts sur ces superficies-là. On sait qu'on exploite des érablières pendant des années et des années. Là, on parle d'un 25 ans d'exploitation, mais on sait en réalité, là, les érables sont là, on perdure dans le temps. Nous, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir un 200 000 hectares de protégés. On ne veut pas une cloche de verre qu'on ne pourra pas exploiter la forêt là-dedans, mais on veut une cloche de verre pour être capable de protéger le potentiel acéricole. Nous, ce qu'on vous demande présentement, c'est d'avoir un engagement pour aller dans ce sens-là, pour être capable de prévoir de développer cette filière-là, de continuer de la développer pour les 60 prochaines années. Merci de la demande que vous me formulez. Puis vous avez parlé de l'importance de la sériculture. C'est pas quelque chose de folklorique, là. C'est quelque chose de... C'est près de 1 du PIB, là. C'est ça que c'est. Si je ne me trompe pas, c'est même 12 000... combien d'emplois qui sont là-dedans? 12 000 emplois qui sont dans le secteur, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un énorme secteur en termes de retombées économiques et qu'il faut continuer à faire croître.
qu'il faut continuer à développer. Alors moi, encore une fois, je vous tends la main pour voir de quelle manière est-ce que ça peut être fait. On a tendance à croire que ce secteur-là, comme je dis, c'est un secteur on n'a pas l'impression qu'il est aussi grand qu'il l'est. Puis chaque fois que je regarde les chiffres, je me dis, je suis assez étonnée de voir à quel point ça continue de croître. Mais on a besoin de le pousser davantage. Je vous parlais d'une consommatrice quotidienne de nos produits. Alors, absolument, un énorme potentiel à développer. On a déjà une superbe réputation à l'international avec le sirop d'érable. Alors, il y a encore une plus grande place à prendre. Et quand vous me parlez de voir grand, quand je vous parlais de voir grand, ça fait partie justement du message d'aller voir grand. Merci d'avoir soulevé cette question. Il nous reste quelques minutes, juste quelques minutes. J'ai 2 intervenants, ça qu'on va prendre les 2 questions en rafale en même temps. OK, parfait. On va vous laisser répondre. J'ai Yvan et puis Gaétan. Bonjour, mon avant-garde, Yvan Fréchette, premier vice-président aux éleveurs de porc. Écoutez, aujourd'hui, vous êtes avec nous, le monde agricole. Et probablement, dans le reste de votre campagne, vous allez rencontrer des maires et des mairesses, et la FQM, l'UMQ. Et le mot qui unit les personnes que vous rencontrez aujourd'hui et les autres, c'est la cohabitation. Mon collègue Francis l'a un peu effleuré avec l'eau, mais la cohabitation, c'est l'eau, c'est les odeurs, c'est le bruit, c'est puis d'autres affaires. Je voulais savoir de votre part, si votre parti rentre au gouvernement, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une table commune, genre tripartite, l'idée est à développer, où ce qu'il y aurait les gens de la FQM, UMQ, le gouvernement, et l'UPA et ses affiliés concernés pour parler ensemble de problématiques de cohabitation, parce que pour éviter que plusieurs municipalités mettent des réglementations en place démesurées qui sont bien souvent fondées sur des préjugés. Si c'était le cas, là, ça aiderait beaucoup et on pourrait diminuer la pression sur plein de choses. Fait que s'il y avait un comité déjà en place, les gens pourraient relayer leurs questions, leurs préoccupations, puis on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est bon, merci Yvan. Gaétan. Bonjour, Mme Anglade. Gaétan Boudreau, président des producteurs forestiers du Québec. Moi, j'interviens aujourd'hui, c'est pour les budgets de mise en valeur de la forêt privée. On sait qu'il y a eu une augmentation des taux dans le budget de mise en valeur des forêts privées, mais depuis 2010, il y a eu juste 0,3 millions d'augmentation dans le budget. Aucune indexation qui a eu lieu dans le budget pour la forêt privée. On sait que la forêt privée aussi, pour les VES, peut donner un très grand apport pour capter des VES. Puis aussi, par rapport au bout de la forêt publique qui est très loin, ben, c'est proche des usines, fait que tout ça vient là-dessus. Puis on vous demande à votre gouvernement si vous pouvez monter le budget à 41 millions, 41,1 millions, pour que tous les producteurs aient accès à ce budget-là, pour aider. On sait que le gouvernement veut qu'il y ait plus de production, plus de volume sur forêt privée qui est fait que les deux vont de pair, en augmentant les budgets, plus de production. Bien, merci. Dans cet ordre-là. Alors, merci pour la question par rapport à la forêt privée. J'en prends bonne note. Une des choses que on voulait pas faire, c'est faire des affaires nécessairement à la pièce, puis de se dire comment collectivement on va regarder ça. Donc, je prends bonne note de ce que vous me dites par rapport à la question de la forêt privée, puis voir ce qu'on devrait pouvoir faire par rapport à ça. Et par rapport à votre question, les activités agricoles. Les activités agricoles, c'est à ça que vous faites référence quand vous parlez de la cohabitation entre comment est-ce qu'on est capable de protéger les activités agricoles. Ce que vous allez voir, c'est qu'on est très clair sur la nécessité de la protection des activités agricoles. Très clair dans notre plateforme et dans notre positionnement par rapport à ça. Maintenant, ce que ça veut dire dans le quotidien, c'est qu'il faut s'asseoir et échanger. À l'intérieur de la Charte des régions, je le ramène la Charte des régions, mais c'est parce qu'à l'intérieur de ça, on a identifié justement pour chacune des régions qu'il y ait des discussions, parce que ça ne peut pas se faire jusqu'en haut, parce que vous savez très bien, comme moi, que les règlements dont vous parlez sont des règlements qui sont ça va être très régional, ça va être très spécifique, puis c'est là que ça accroche. À l'intérieur de la Charte des régions, d'avoir les bonnes conversations au bon niveau, c'est prévu qu'il y ait justement cette table-là pour qu'on puisse échanger sur ces enjeux-là
qui, à mon avis, vont devenir prioritaires assez rapidement, puis qu'on se dise, OK, mais telle affaire, ça n'a pas de bon sens, pourquoi on n'est pas capable de régler ça, puis que les gens soient autour de la table pour prendre les décisions. Mais c'est pas quelque chose qui, à mon avis, peut... Tu sais, il y a un grand principe au niveau de Québec, mais ça se discute sur le terrain, là, région par région, règlement, parce que sinon, c'est trop gros, puis il n'y a rien qui avance, vous le savez comme moi, puis tout le monde est frustré, puis c'est ça qui arrive aujourd'hui, présentement. Fait que voilà. Et merci, Mme Andler, d'avoir répondu à ces questions-là. Peut-être juste avant de partir, par rapport à voir grand, et nous, les producteurs et productrices, bien, vous savez, on est des hommes et des femmes passionnés de l'agriculture, qui veulent relever un défi, qu'on a de l'ambition, que nous aussi, on voit grand. Sur les enjeux environnementaux, c'est sûr qu'on a effleuré un petit peu, je pense, Francis, avec l'eau. Il y a tout l'aspect aussi de la production bio, qui prend beaucoup de place ici au Québec, 10 au niveau des entreprises, quelque chose d'intéressant. Il faut soutenir davantage parce qu'on voit au niveau de la compétitivité, bien, il y en manque ici au Québec. On peut voir par rapport aux gaz à effet de serre, je pense que Gaëtan a mentionné, entre autres, dire bien, la rétribution des biens et services écologiques, c'est un des aspects qu'on s'attend. La relève de nos entreprises, la relève agricole aussi est une chose très, très importante parce qu'on sait que dans les 10 prochaines années, il va y avoir des transferts, des actifs qui ont élevé. C'est d'autant plus important d'avoir un soutien du côté agricole. Puis je fais juste vous dire aussi, puis vous l'avez effleuré un petit peu, mais nous, les producteurs agricoles, on est des professionnels de l'agriculture. Oui, on est passionnés, mais avant toute chose, on est des professionnels de l'agriculture. Puis on voit grand. À long terme, il s'agit d'avoir les outils pour nous aider à atteindre cet objectif-là, d'autonomie alimentaire, mais de nourrir les gens d'ici et d'ailleurs. Puis l'exemple de Luc côté acéricole est bien important. Sur ce, merci d'avoir répondu et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Je souris que vous me parliez des producteurs agricoles parce qu'on sait qu'il y a un projet de loi qui a été déposé puis qui pourrait limiter la capacité d'agir de nos producteurs agricoles, mais sachez que nous, on sera en rendez-vous pour défendre le rôle de nos producteurs agricoles et faire en sorte qu'on avance ensemble. Puis peut-être une dernière chose en quittant, dans le style de leadership que j'aime qu'on soit capable de se parler, de se dire les choses franchement, de pouvoir avancer sur des dossiers. Alors, sachez que moi, je vous tends la main, comme je l'ai fait la dernière fois quand je suis venue vous voir, vous tendre la main, mais pour que concrètement, on agisse avec les propositions qui sont faites en campagne électorale et après la campagne électorale, évidemment. Donc, merci infiniment de votre... je vous remercie de votre présence, mais merci de m'accueillir, en fait. Merci beaucoup.